Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode. Là, je crois que c'est bon, on est familier. Donc, comme d'habitude, on a un grand monsieur avec nous aujourd'hui. Je vais devoir le tutoyer et l'appeler même par son prénom pour rendre l'entretien un peu plus fluide. Donc, monsieur Glickson, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, monsieur Djoké. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui découvrent sur cette émission, quoi? Glickson Mwepu, nominalement. Et je suis entrepreneur depuis quelques années. Et j'ai fait une formation médicale. Et je suis également investi dans les commerces électroniques. Commerce électronique, quelque chose de très intéressant, quelque chose sur quoi on va se pencher. Entrepreneur depuis combien d'années? Ça c'est la 6e année déjà. Ok. 6e année. Vous êtes entrepreneur dans quel domaine exactement? Précisément, je suis dans le secteur trading, investissement numérique beaucoup plus. Ok. J'ai dit que vous allez vous tutoyer, mais je sais pas pourquoi. Je vous vois quand même. Pour un novice comme moi, c'est quoi le trading? Bon, pour un novice, je dirais, le trading, c'est, comme le terme l'indique, trade, c'est en anglais. Le mot trading, c'est des commerces. Peut-être différemment d'autres commerces ordinaires que nous avons. C'est un commerce qui se fait sur des arènes virtuelles, encore des arènes qui sont électroniques. Et derrière ces arènes, on vise en fait les échanges ou encore les variations entre des parties monétaires. Je peux donner un exemple pour expliquer facilement. Par exemple, les matins à 9h, je quitte la maison avec un billet de $10. J'arrive au marché et je paye mon billet, j'échange mon billet de $10 à 22 000 francs. J'ai mes 22 000 francs, les cambistes gardent les $20, les $10. Maintenant, après mon départ, une autre personne vient, encore une nouvelle économique arrive. On dit que désormais, les dollars ne s'échangent plus à 22 000 francs, ça va s'échanger à 25 000, je peux prendre. Les cambistes qui avaient pris mon billet là de $10 à 22 000 francs, alors qu'on voudrait encore revoir ou encore avoir ces mêmes billets là de $10, avec la nouvelle qui a haussé les taux $10, ces cambistes vont profiter d'un gain d'au moins 3 000 francs. Ok. Et du coup, si je dois expliquer le trading, en fait, c'est quelqu'un qui est derrière les graphiques, qui est en train de chercher les différentes variations du prix d'un actif financier. Et avec ces variations-là, on est en train de viser des intérêts qui sont cachés derrière ces variations, en quelque sorte ça. Ok, c'est bien beau. Vous êtes professeur ou Parce que l'explication, moi, ça m'a convaincu, hein, clairement. Et il faut que je le dise, je suis vraiment néophyte. C'est la première fois que j'entends parler du trading. Enfin, quand on m'explique c'est quoi le trading, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup en vogue. Okay. Mais je me suis jamais vraiment intéressé à c'est quoi le trading. Et avec votre explication, bizarrement, j'arrive à saisir la chose. Donc, est-ce que vous êtes professeur? Je dirais pas que je suis professeur, formé, mais quand même, en fait, naturellement, j'ai une facilité à transmettre ce que je connais. Je peux dire comme ça. Ça vient d'où, c'est naturel? Je dirais dans ma famille élargie est constituée des professeurs. Je sais pas si c'est un don des familles ou encore c'est un talent des familles, mais en grande partie ou encore la grande majorité dans ma famille, ce sont des professeurs. Mon grand-père professeur, ma mère est enseignante, donc je pense que ça peut être ça. Ok, très intéressant. Et est-ce que vous pensez que le Congo, notre beau pays, a un système économique qui est propice au trading? Je dirais d'emblée non, parce que déjà, du point de vue financier, il y a beaucoup d'avancées qui sont à jour actuellement que nous n'avons pas encore ici chez nous. Déjà que le système financier du Congo n'a pas encore, je peux dire, la touche en fait
qui rendrait peut-être les commerces électroniques fluides. Et pour vous, c'est dû à quoi? Parce que déjà, pour la plupart des cas, la plupart des banques que nous avons ici, en dehors de notre banque centrale, ce sont des banques expatriées qui viennent loger ici. Et du coup, ce système-là ne nous facilite pas, nous qui sommes autochtones, d'avoir certains avantages qu'on pouvait avoir facilement pour faire des transactions facilement sur les marchés boursiers. Par exemple, récemment, il y a quelques jours que le Congo d'à côté, le Congo-Brazza, avec leur banque centrale, je vais dire, ils ont implanté un système qui facilite maintenant l'accès au marché boursier. Donc, c'est officiel maintenant au Congo-Brazza de faire le métier du trading. Okay. Maintenant, ici chez nous, officiellement, les banques ne sont pas encore à jour. Et si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que nous essayons des fois de contourner les systèmes financiers que nous avons ici. Ok. Et donc, si je comprends bien, vous donnez de cours de trading, c'est ça? Évidemment. Avec un écosystème comme le nôtre, qu'est-ce qui vous motive à donner du cours de trading? Ok. Par rapport à la motivation n'est pas enfermée sur l'écosystème congolais que nous avons, mais plutôt nous sommes en train de regarder la technologie de notre ère. Notre ère, au fait, c'est encore la technologie que nous avons ne va pas avoir d'ampleur que sur d'autres cieux, quoique nous soyons encore en fait loin de nous mettre à jour par rapport à ça. Et du coup, on regarde l'impact qu'aura la technologie que nous sommes en train d'avoir dans le monde actuellement. Nous disons qu'on doit préparer les gens à se mettre à jour par rapport encore à se préparer par rapport à l'avenir de l'économie mondiale qui est en train de se façonner déjà. Est-ce que vous trouvez que cette tâche-là est aisée, elle est plutôt simple? Est-ce que vous trouvez du répondant dans votre démarche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2026, y a-t-il beaucoup de jeunes qui comprennent réellement les enjeux qui sont les nôtres et qui adhèrent à cette vision-là? Bon, en vrai, ce n'est pas tous les jeunes qui adhèrent facilement déjà. Ce n'est pas tous. Mais malgré cette difficulté-là d'adhésion, je veux dire, il y a certains qui sont avisés et qui comprennent facilement que nous sommes en train d'être colonisés par une technologie numérique. Et cette technologie numérique nous demande de nous préparer déjà maintenant parce qu'on ne sait pas l'avenir de l'économie. Par exemple, on va se rappeler bien, avant même sur le plan national, on n'avait pas des monnaies électroniques. Souvent, on utilisait des monnaies liquides, je vais dire. Exactement. Mais avec l'évolution, quoique une lente évolution, nous avons quand même aujourd'hui avec les sociétés de télécommunications que nous avons, on a quand même introduit un système monétaire électronique. Aujourd'hui, on a des monnaies électroniques. Exactement. Et du coup, si peut-être on a commencé par des monnaies électroniques, cela nous rassure encore plus que nous pouvons peut-être, si tout se déroule bonnement, on peut aussi avoir accès à des grandes échelles économiques sur les plans numériques. Et du coup, malgré cette difficulté-là d'adhésion, quand même, nous disons, on ne voit pas la difficulté d'aujourd'hui, mais on voit l'avenir économique de demain. Nous disons, on ne va pas s'arrêter, quoique contraint de partout. On se dit, malgré les contraintes que nous avons, on peut quand même forcer quelque chose. Donc, si on a 10 personnes, on a 100 personnes qui peuvent facilement adhérer à la vision, ça nous arrange déjà. Évidemment, c'est un combat qui est le nôtre, nous tous, et c'est pour ça qu'il y a des émissions comme ça pour donner aussi l'opportunité à des gens comme vous de propager cette nouvelle-là, parce qu'effectivement, si on n'est pas instruit, on ne comprend pas exactement les enjeux. Il est difficile d'adhérer à la chose. C'est comme par exemple les sujets qui aujourd'hui est un sujet véritablement brûlant, l'intelligence artificielle par exemple. Étant donné qu'on a très peu de connaissances sur la chose, ça crée des clivages, mais des clivages qui ne sont pas assis sur des vraies fondations. Donc moi personnellement, j'adhère à votre combat. C'est un combat noble. Et permettez-moi de me poser quand même cette question. Quel est votre point de vue sur l'IA? Parce que pour moi, en tout cas dans mon esprit, l'IA, la monétisation via
les trading, des réseaux mobiles, tout ça, pour moi, c'est le même carcan. Donc, quel est votre point de vue sur l'IA? Vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est quelque chose qui peut finir par nous jouer des mauvais tours? Par rapport à l'IA, déjà, comme vous pouvez constater depuis les débuts, je suis quelqu'un qui s'adapte déjà à la technologie. Mm-hmm. Donc pour moi, ce n'est pas une chose qui peut venir en fait détruire en fait quelque chose, mais c'est une chose ou encore une pièce motrice pour notre technologie actuelle. Mm-hmm. Et actuellement, je vais prendre d'abord l'IA avec le trading. Je dirais, pour ceux qui connaissent un peu du trading, avant de prendre des grandes décisions dans les marchés boursiers, que ce soit par les banques, les institutions qui sont dans les trading évidemment, et même ceux qui sont dans la crypto-monnaie, je vais dire, Mm-hmm. il y a ce qu'on appelle les analyses. Ces fonctions, c'est après les analyses que tu peux prendre une décision, soit d'acheter un actif, soit de vendre un actif. Et du coup, avant que l'IA ne vienne, il fallait que tu sois là toi-même, tu analyses un marché, tu essayes de regarder des points stratégiques sur les marchés pour prendre tes décisions. Mais actuellement, avec l'IA, l'IA ne va pas remplacer les analyses techniques que nous faisons en trading, mais l'IA peut te donner les pistes d'analyse que tu peux maintenant éprouver avec tes connaissances que tu as sur les analyses techniques. Et c'est plus rapide aujourd'hui avec l'intelligence artificielle d'avoir une analyse rapidement et puis de l'éprouver en quelques minutes. Alors que sans l'intelligence artificielle, des fois, il nous arrivait, tu dois toi-même prendre peut-être plus de 3 heures du temps, 1 heure du temps en train d'étudier les marchés. Et du coup, aujourd'hui, il suffit seulement que je prenne des graphiques que je vais soumettre à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va me donner des points stratégiques sur les graphiques et avec ça, je vais éprouver cette proposition de l'intelligence artificielle aux connaissances que j'ai déjà sur les analyses techniques et je pense que c'est une chose utile et le bien peut-être c'est savoir comment intégrer l'intelligence artificielle dans le métier que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est ça. Ok. C'est très intéressant. C'est vraiment un débat très houleux, l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une question qui va revenir au cours de nos épisodes. Quelle est la différence qu'il y a entre le trading et la crypto-monnaie? Si différenciée, bien évidemment. Ok. Je dirais, trading, c'est la grande boîte. Je vais dire, je peux comparer ça comme ça. Dans les trading, il y a beaucoup d'activités qu'on peut retrouver. On peut trader beaucoup de choses. Mm-hmm. On peut être trader des devises. Trader des devises, c'est ce qu'on appelle couramment ici au Congo cambiste. Cambiste, ok. Yeah. Donc, c'est un trader des devises, on les appelle. Donc, un cambiste, c'est un trader. C'est un trader. Ok. Oui, c'est un trader. Maintenant, en dehors les traders des devises, il y a des gens qui peuvent trader les matières premières. Ok. Il y a des gens qui peuvent trader la crypto-monnaie. Mm-hmm. Il y a des gens qui peuvent trader les indices. Il y a des gens qui peuvent trader les actions. Par exemple, avant qu'un nouveau téléphone ne sorte, je peux prendre l'exemple iPhone. Mm-hmm. Quand iPhone veut sortir un téléphone, iPhone a des actions sur les marchés boursiers. Et des fois, les actions d'iPhone peuvent soit hausser, soit baisser. Et du coup, un analyste du marché, il peut se dire, avec la nouvelle du téléphone qui veut sortir, j'analyse les marchés, je me dis que par exemple, iPhone va perdre ses actions. Mm-hmm. Je peux dire, non, je vais vendre les actions d'iPhone. Donc, dans les trading, on peut échanger beaucoup de choses dont la crypto-monnaie qui est inclus. Et du coup, si je dois donner une différence, le trading, c'est les commerces, comme je l'ai dit au départ, Mm-hmm. mais ces commerces-là peuvent aussi intéresser la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie cryptée. Monnaie cryptée, c'est une monnaie qu'on n'a pas en liquide, une monnaie qui est qu'on peut avoir uniquement que sur les plateformes en ligne. C'est ça qu'on appelle crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça. Très intéressant. C'est vraiment très intéressant. J'ai l'impression d'assister à un cours. Ça me fait plaisir. J'en apprends beaucoup. J'espère que vous aussi, en train de regarder cette vidéo, vous allez être comme moi, en train d'apprendre beaucoup de choses. En début d'émission, tu nous as dit que tu as fait la médecine, c'est ça? Évidemment. Comment on fait pour allier
médecine et économie, parce que ça, là, c'est de l'économie. Ok. Comment tu fais pour allier les deux? En fait, je dirais c'est vraiment les grands combats que j'ai eu dans les parcours académiques. Ces combats m'ont coûté, évidemment. Il m'a coûté. Quand j'ai commencé ma formation médicale, la première année, j'ai commencé le 15 novembre 2016. Ok. Quand on a délibéré la première année, je suis passé. La seconde année, je devais maintenant faire ces mélanges-là, affaires et médecine. Et ces mélanges n'étaient pas aisés. Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà la médecine demande qu'on investisse son temps à l'intérieur. Tu dois lire, tu ne dois pas combiner à autre chose qui peut te dévorer ton temps. Et ça m'a vraiment coûté au départ. Je ne savais pas comment adapter les deux. Faire quelques affaires à côté et puis être étudiant en médecine. Et cette année, je me rappelle, j'avais refait l'année. Ok. J'ai refait l'année et c'est après ces prix-là que j'avais payé que j'ai commencé à apprendre comment gérer mon temps étant étudiant en médecine et puis quelqu'un qui est passionné aussi par les affaires ou encore le monde économique, je vais dire comme ça. Donc, j'ai payé un prix. J'ai payé vraiment un prix. J'ai repris une année en médecine pour faire ces mélanges-là encore pour combiner la médecine et les affaires. Donc, ce n'est pas facile en vrai, mais c'est quand on apprend à gérer son temps, quand on apprend à donner quelques priorités, je peux dire, par exemple, la médecine, je me suis dit, ces temps ici, je les consacre sur mes 24 heures que j'avais, en dehors des 6 heures de repos, les 18 heures que je pouvais avoir, je pouvais me dire, j'ai mes 12 heures où je peux regarder médecine, mais mes 6 heures aussi, je peux bosser dur pour mes affaires. Donc, je peux dire, c'est vraiment un grand sacrifice pour y arriver. Je peux dire ça. Dans votre réponse, j'ai retenu 2 choses. Lecture et gestion du temps. C'est des concepts qui sont très intéressants, surtout ici. Comment vous faites pour gérer votre temps? C'est-à-dire, y a-t-il de l'espace pour du loisir? Parce que déjà, les 2 professions que vous représentez là ne donnent pas du temps. Mais pour être une personne équilibrée, il y a quand même cette gestion du temps, notamment le loisir. Aujourd'hui, c'est quoi que vous considérez comme un loisir pour vous? C'est quoi qui arrive à vous? Le travail que vous faites, il est énormément stressant. C'est quoi qui vous aide pour déstresser, pour vous divertir et vous évader un peu? Ok. Bon. Par rapport à ça, je dirais, c'est récemment que je commençais à comprendre que c'est important d'avoir les loisirs, en fait, se divertir aussi, pour ne pas stresser à tout moment. Avant, j'étais beaucoup plus focus sur la médecine, sur les activités que je pouvais faire à côté en dehors de la médecine. Et quand j'ai commencé à apprendre les affaires, je me rappelle une fois, j'ai appris un chapitre, surtout dans les trading, il y a un chapitre où on dit la psychologie du marché. Et dans ce chapitre-là, on demande aussi au fait d'avoir des temps de se détendre, d'être relax. Parce que vraiment, les marchés boursiers, c'est un marché qui stresse comme pas possible. Maintenant, si on n'a pas ces temps-là de divertissement, c'est compliqué. Et récemment, j'essaie en fait d'intégrer quelques divertissements dans mon programme, je vais dire. Quelquefois, en fait, quand je vais me divertir, je peux prendre mon téléphone, je vais scroller quelques vidéos, quelques films, je peux regarder quelques films, surtout beaucoup plus des films drames, donc des comédies films et tout, pour que je puisse me vider un peu en fait de tout ce qu'en fait j'encaisse la journée. Et c'est un peu ça jusque-là, mais je suis en train de voir comment étendre les champs en fait des divertissements. En 2026, un jeune homme beau et intelligent comme vous, qui est entrepreneur, ça peut paraître ennuyeux. Est-ce que vous avez la facilité d'avoir des amis et des gens autour de vous, des amis et des gens qui comprennent votre mode de vie? C'est un challenge, je vais dire. Certaines fois, je dirais,
ça ennuie des fois quand on a un niveau X de réflexion et on se retrouve aux côtés des personnes qui sont un peu, bon, si vous comprenez l'expression, qui sont un peu trop loin en fait de ces niveaux. Et des fois, peut-être c'est par courtoisie, je peux dire, par bon sens, qu'on peut parler à tout le monde et tout, parce que c'est l'humanisme, je vais dire. Mais dans notre cercle-là, privé, c'est vraiment restreint. Donc, c'est vraiment restreint et par la grâce de Dieu, on a quelques personnes aussi qui ont une vision, en fait, avérée et ces personnes nous comprennent facilement et avec eux, on peut faire on y va comme ça avec eux. Ok. Yeah. Pour revenir à la lecture, vous avez fait médecine, donc forcément vous lisez beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de lire des livres en dehors des livres qui sont à caractère économique ou qui a un trait avec la médecine? En dehors des livres de médecine? Oui, et des livres qui parlent d'économie. Je dirais oui. Évidemment, d'ailleurs, je peux dire mes contenus que j'ai, comme mes livres que je garde sur moi. La plupart des livres, je peux dire sur 100% des livres que j'ai, médecine, ça peut prendre 40%. Okay. La médecine, 40%. 20%, économie, je peux dire. Et puis, les 40 autres %, ce sont des livres qui ont un lien avec la spiritualité, je peux dire. Oh là. Très intéressant. Très intéressant. C'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Vous dites? Le dernier livre que vous avez lu. Okay. C'est quoi le titre? Bon, les derniers livres que j'ai lus, le titre, c'est Vous l'avez déjà. C'est de qui et ça raconte quoi? Ok. Vous l'avez déjà, c'est un livre, c'est un livre chrétien. Ok. C'est un livre chrétien. L'auteur, c'est Andrew Wommack. Certains peuvent le connaître, Andrew Wommack. Et ce livre est en train de nous dire que nous avons tout ce que nous cherchons en nous et c'est nous qui devons prendre ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous et les manifester. En gros, c'est ça que ce livre avait nous exhibé. Si tu devais conseiller 3 livres à un jeune homme qui, un peu comme toi, veut entreprendre, commence même à entreprendre, tu lui conseilles 3 livres sur lesquels il pourrait s'est posé 3 livres qui pourraient être comme des piliers pour lui. Tu conseilles quel livre? Pour l'entrepreneuriat, les 3 livres que je peux conseiller, le premier, c'est Napoléon Hill, le livre Penser et devenir riche. Ok. Le second que je peux aussi recommander, c'est Babylone. Le troisième livre que je peux recommander, c'est le troisième que je peux recommander, c'est Père riche, Père pauvre. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde a les potentiels de devenir riche, entre guillemets, financièrement? Je pense que tout le monde a ses potentiels. Particulièrement, je crois que tout le monde a ces potentiels-là. Mais seulement, tout le monde doit apprendre à utiliser selon ses propres capacités pour ressortir la richesse, en fait, qui est incarnée en lui. Je peux dire ça. Est-ce que tu penses que tout le monde doit devenir riche financièrement? Devoir là, non. Mais tout le monde peut devenir, pas devoir. Mais quand on a le discours que tu as, quand on donne des formations que tu as, c'est pour bien évidemment pousser les gens à envisager ça, envisager la richesse financière. Du coup, est-ce que involontairement ou inconsciemment, tu es en train de dire que ton message n'est pas pour tout le monde? Un peu comme quand Jésus prêchait et qui disait, je parle pour que malgré qu'ils ont les oreilles, qu'ils entendent, oui, sans comprendre. Est-ce que c'est pas la même chose que tu fais? Je dirais... Sachant qu'il y a des gens qui payent pour venir à tes formations, hein? Évidemment. Je dirais, l'audience que je vise le plus, c'est l'audience des personnes disciplinées. Je vous ai parlé de la discipline, en fait, que j'ai particulièrement et les sacrifices que j'ai consentis pour avoir ces
c'est des facettes, je peux dire. Médecin, entrepreneur. Et du coup, si je dois parler à tout le monde, sachant qu'il y a certains qui ont du mal à consentir la discipline, encore à accepter la discipline, je pense que ces personnes-là sont déjà disqualifiées. Quelqu'un peut payer une formation, mais il manque la discipline. Et je pense que cette personne, même si la personne paye toutes mes formations, cette personne n'aura pas, en fait, le but encore. Cette personne, en fait, ne va pas avoir l'objectif, en fait, poursuivi dans chaque formation. Mais c'est lui qui peut réussir, en fait, selon les types de formations que je donne. C'est lui qui accepte, peut-être, je peux dire, comme d'autres personnes qui le disent déjà, comme les gens qui font le self-développement, qui disent quelqu'un doit quitter sa zone de confort, je peux dire. Donc, celui qui n'accepte pas de quitter sa zone de confort, peu importe le nombre de formations reçues, je pense que ce n'est pas destiné vraiment à lui. Je crois qu'on entend déjà la fin de notre entretien. Le temps était passé tellement vite. J'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que je vais partir sur mes 2 dernières questions carrément. Tu as parlé du self-développement. Qu'est-ce que tu penses de l'explosion du concept du développement personnel aujourd'hui? C'est un discours qu'on écoute à tout va. Surtout chez nous en Afrique, là. Tout le monde est devenu coach en développement personnel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelles sont tes impressions par rapport à ça? OK. Bon, en soi, ou encore basiquement, le développement personnel est important, il est bon. Pourquoi il est bon, il est important? Parce qu'il donne l'estime personnelle. Et comme vous le savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire si on ne s'estime pas. C'est l'estime que nous avons de notre personne qui nous pousse des fois à quitter nos zones de confort, à nous dire que nous pouvons faire. Et c'est ces côtés-là positifs, en fait, que j'apprécie avec le développement personnel. Mais, je dirais, par rapport à son explosion actuelle, il y a certaines failles dans la dispensation de ce message-là du développement personnel. Oui, parce que pour la plupart des fois, la plupart des coachs qui donnent ça, lorsque vous essayez en fait de regarder leur background, vous regardez leur vie personnelle, je dirais, pour la plupart, c'est peut-être, je peux donner un exemple, peut-être je prends un livre qui parle développement personnel, les contenus que j'ai pris du livre développement personnel, c'est le même contenu que je vais dispenser aussi, sans que ce contenu ait impact sur moi. Donc, je pense que s'il y a une bonne façon de donner ces cours-là de développement personnel, il doit être basé sur l'expérience du coach lui-même. Parce qu'il y a une différence quand on dispense quelque chose qu'on a vécu et quelque chose qu'on a lu quelque part. Donc, juste ça que je peux dire sur le développement personnel. Alors, on a un petit rituel ici. À chaque fois, quand on arrive en fin d'entretien comme ça, l'invité reçu pose une question à l'invité qui sera reçu. Donc, l'invité qui vous a précédé a laissé une question pour vous, et vous aussi, à votre tour, vous allez laisser une question pour l'invité qui viendra après vous. Alors, cette question, c'était, est-ce que tu vis en fonction de ce que tu peux apporter aux gens, ou tu le fais juste pour toi? Excellente question, je dirais. Vivre en fonction de ce que je peux apporter aux gens, ou vivre en fonction de moi-même, je vais dire. Je pense que je dirais que je vis en fonction, premièrement, de moi-même. Et secondement, de ce que je dois aussi apporter aux gens. Pourquoi? Parce que quand on dit avoir une mission, la mission, on ne l'a pas que pour nous-mêmes. La mission, on l'a pour une catégorie de personnes. Déjà que j'ai parlé de personnes disciplinées dans mon discours. Très sélectif, hein? Et du coup, je dirais, j'ai vu pour moi-même parce que j'ai besoin de me développer moi-même et aussi développer ceux qui vont accepter le message que je vais dispenser. Merci, Monsieur Whitson. C'était très beau de partager ce moment avec vous. Donc, on va se laisser sur la question que vous allez poser à notre prochain invité. Bon,
au prochain invité de l'émission, si je dois laisser une question, je dirais comment il voit le monde dans les 10 années qui viennent. Ok, c'est bon, c'est enregistré. Donc notre prochain invité aura votre question et il va sûrement y répondre. Alors merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Kiyotaka au micro. Nocif derrière la caméra. Et bonne journée, bon après-midi, peu importe à l'heure où vous regardez. On se revoit. L'entretien.